Nous n'avons pas idée actuellement, même au niveau scientifique, de comprendre l'eau telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être. C'est-à-dire que cette eau, au niveau scientifique, et ça a été décidé dans un congrès dernièrement, elle est considérée comme étant au hit parade des plus grandes énigmes de l'univers. Elle reste pour l'instant totalement incompréhensible dans ses caractéristiques physiques, physiologiques et subtiles. Donc nous avons avec nous un trésor inestimable que personne ne comprend et ne connaît. Pourquoi je me suis intéressé à l'eau, c'est parce que si vous prenez un être vivant, quel qu'il soit, on va prendre une cellule, c'est le plus simple, parce qu'on est tous faits de cellules de toute façon. Et que si vous comptez jusqu'à 100, il faut aller jusqu'à 99 pour trouver quelque chose qui n'est pas de l'eau. Pourquoi? Pourquoi nous sommes faits en nombre de molécules à 99%? C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans les livres, l'ADN, les protéines, tout ce qu'on apprend, ce n'est que 1% en nombre d'objets dans une cellule. Donc ça, c'est la question qui, moi, m'interpelle. S'il y a 99% en nombre d'objets d'eau dans une cellule, c'est que cette molécule est importante. Elle joue un rôle crucial. L'eau a la mémoire cosmique. Pourquoi? Parce qu'il va assurer la création et ce transfert de la vie à travers l'ADN, si vous voulez, est assuré par l'eau qui assure l'évolution. Les questions qu'on peut se poser, ne serait-ce qu'en simple citoyen, de dire, oui, l'eau doit avoir un impact sur la santé. Ce qui est certain, c'est que les maladies dites de civilisation flambent littéralement depuis, 20-30 ans. Les cancers, les maladies neurodégénératives, Alzheimer et bien d'autres, les allergies, le diabète, etc. Bon. Et nous faire croire que l'eau n'a rien à voir là-dedans, je trouve pas ça sérieux. On doit au moins se poser des questions. L'eau se trouve à la base de la vie pour faire passer l'immatériel au matériel. Il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'incarnation dans notre espace-temps. On ne peut pas comprendre l'eau si on n'est que biologiste. On ne peut pas comprendre l'eau si on n'est que chimiste. On ne peut pas comprendre l'eau si on n'est que physicien. Et même on ne peut pas comprendre l'eau si on fait que de la physique quantique. L'eau est omnisciente. Elle balaye toutes les disciplines, je dirais, de ce que l'homme connaît actuellement. Et même en balayant toutes ces disciplines, l'eau reste toujours une énigme. Elle va au-delà. Sur la question de la mémoire de l'eau en France, on est dans une situation un petit peu paradoxale. Parce que, effectivement, la première publication scientifique d'envergure dans Nature date de juin 88, signée Benveniste, sur la question de la mémoire de l'eau. Et simultanément, il paraît que, on dit que ça n'existe pas. Bon. Problème, c'est totalement faux. La mémoire de l'eau, scientifiquement, elle est avérée. Il y a eu de nombreuses publications scientifiques après Benveniste, il y en a eu avant. Donc, c'est un fait scientifique établi, et on est dans une situation un petit peu étrange en France où, du point de vue officiel, en tout cas du point de vue institutionnel, Académie des sciences ou autre, cette réalité scientifique qui est pourtant avérée et appuyée par de la littérature scientifique est pour l'instant refusée. Donc évidemment, concernant la mémoire de l'eau, il y a eu quand même une vaste polémique qui a suivi la publication des travaux de Jacques Benveniste. Donc d'abord, les travaux ont été acceptés, ce qui est quand même par une revue qui est considérée comme étant une des meilleures revues scientifiques actuellement disponibles, ce qui prouve que le travail de toute façon était valable dès le départ. Ensuite, il y a eu la polémique, c'est-à-dire que il y a des tas de personnes qui ont commencé à émettre des doutes sur la validité, sur l'approche,
Et ce qui est terrible, c'est que ces personnes, la même année où Jacques Benveniste publiait donc ses revues dans Nature, la même année, les théoriciens donc, qui ont fait la théorie quantique des champs publiaient aussi l'explication théorique qui permettait d'expliquer les résultats de Jacques Benveniste. Mais comme c'était un papier de physique théorique, de théorie quantique des champs, ce papier, personne ne l'a compris en fait. Ce qui fait que Jacques Benveniste s'est retrouvé tout seul, sans support théorique, ou du moins avec un support théorique, mais qu'il était incapable de comprendre, parce que c'est quand même une théorie, la théorie quantique des champs, c'est pas donné à tout le monde de comprendre exactement, il faut avoir une sacrée culture mathématique pour voir ce qu'il y a derrière. Donc il s'est retrouvé en première ligne face à des ayatollahs, des inquisiteurs qui ont des idées préconçues, en disant non, c'est pas possible, parce qu'il reste dans un cadre non théorie quantique des champs. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, bien entendu, le procès qu'on lui a fait par la suite est un faux procès, scientifiquement parlant, il est complètement injustifié. Que cela génère une controverse, ou en tout cas une opposition de point de vue ou d'argument, une querelle, pourquoi pas? On est dans une querelle scientifique. Mais la façon dont il a été ostracisé, excommunié, et vraiment traité comme un bouc émissaire, ça c'est sans doute lié à sa personnalité, parce que du coup ça en faisait une cible facile, et qui pouvait cristalliser les attaques ou les critiques, parce que c'est vrai qu'il a pu chercher un moment à focaliser sur lui toute la lumière. Mais les travaux de Benveniste se situent dans la continuité d'autres travaux, 30 ans, 40 ans de travaux qui s'intéressaient à la capacité de l'eau à se structurer différemment en fonction d'informations ou de forces magnétiques, électriques, sonores, acoustiques, d'influences extérieures qu'on pouvait envoyer dans l'eau et qui du coup modifiaient sa structure moléculaire et du coup modifient ses propriétés. Autres travaux de recherche qui, eux, n'avaient pas fait l'objet de publication, c'est les travaux de Vinloo en France au début des années 80. Donc Vinloo, physicien, travaillait à l'université de Montpellier. Ce qui est très intéressant dans son approche, c'est qu'il proposait en fait un modèle des molécules d'eau. Et qui est un modèle qui, conceptuellement, reste très très intéressant. Cette idée où il y a comme ça, on capture de l'énergie, on capture de l'information, donc la structure s'organise, l'agencement des molécules entre elles s'organise et prend une certaine forme, ou au contraire, on envoie vachement d'énergie, donc du coup, ça fait bouger le système, et les molécules d'eau se libèrent. Les conséquences donc de la reconnaissance du rôle essentiel de l'eau dans la vie, en particulier en biologie, je pense qu'on peut l'attribuer à Vinloo, qui, avec sa technique de Raman laser, a montré qu'au-delà de la formule H2O qui ne signifie rien, dit l'eau a été étudiée des milliers et des millions de fois, mais jamais personne n'a expliqué ces champs morphogénétiques et donc ces formes qui sont contenues dans ces fameuses molécules d'eau et qui sont des liaisons hydrogènes. Et c'est là, d'ailleurs, c'est à partir de là qu'on peut très bien expliquer l'homéopathie comme médecine universelle, parce qu'on provoque des succussions, c'est-à-dire des créations de liaisons hydrogènes, donc des formes dans l'eau dans lesquelles va se loger l'information du produit qu'on veut administrer. Si je devais de loin maintenant analyser toutes ces choses, je dirais qu'à l'origine, l'U est incontournable, en ce sens que c'est le seul qui ait apporté ces histoires de formes dans l'eau et qui donc est à l'origine du rôle essentiel de l'eau dans le métabolisme des corps, de tous les corps d'ailleurs, puisque c'est aussi valable. Sans eau, vous ne pourrez jamais faire fleurir une plante. Elle ne recevra pas l'information qui va lui dire de fleurir. Donc j'investis dans l'étude de la structure de l'eau en tenant compte les trois phases. Phase vapeur, phase solide, liquide et phase solide. Vous voyez? Mais reposer sur une image à trois niveaux également. Le premier niveau de organisation. Parce que molécule d'eau, ce n'est pas une molécule qui aime être célibataire. Il aime bien associer un groupe, comme une famille, n'est-ce pas, pour faire un cocon. On appelle des clusters, des groupes. Et cette
ce groupe, il y a deux façons. Un chaîne, on fait des bolottes comme ça, et donner une phase amorphe. Par contre, si les molécules sont bien rangées, ordonnées, en fonction de symétrie donnée, là, c'est des tailles solides. D'accord? Et entre les deux, vous avez molécules libres. Hein? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas enchaînées aux autres, donc ils restent à l'état célibataire, mais cet état célibataire ne reste pas longtemps. D'après mes études, dont le résultat me permet de penser que l'eau a une structure qui assure le transfert d'énergie. Or, la mémoire, le mot mémoire, ça veut dire une structure qui est capable de stocker l'information et de restituer à la demande l'information. Donc finalement, c'est une structure qui est capable d'assurer le transfert d'énergie. Benveniste arrive en disant « Je prends de l'eau, je la dilue, je fais ça plusieurs fois, je prends de l'eau, je dilue, je prends de l'eau, je dilue, et il y a un moment, il n'y a plus aucune principe actif, plus aucune molécule à l'intérieur, et pourtant, malgré cela, malgré l'absence de la substance chimique initiale, j'obtiens un effet biochimique avec des substances biochimiques qu'on a dans le vivant qui réagissent, qui sont identifiées dans le circuit de l'allergie, qui réagissent comme si l'allergène était présent au départ. Donc là, ramdam, patatras, il est en train de dire quelque chose qui vient étayer ce que disent des homéopathes depuis 200 ans. Ouh là là, ça secoue le cocotier là, ça va pas du tout. Et donc automatiquement, d'où cette hostilité qu'il a rencontrée fondamentale, non seulement parce qu'il vient apporter quelque chose ou il vient proposer quelque chose qui est différent de l'habitude et des recherches dominantes, et aussi parce que ce qu'il apporte vient légitimer quelque chose qu'on avait refusé jusqu'à présent ou qu'on avait cherché à décrédibiliser pendant plusieurs décennies. Donc vraiment, ça a créé beaucoup de tensions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment une activité, on pourrait dire, de démontage de sa crédibilité scientifique, puisqu'il publie son article. Immédiatement, en même temps, il y a un commentaire de Nature en disant de la revue dans laquelle l'article scientifique était publié. Donc la rédaction en chef se fend d'un communiqué à côté de son article en disant « Bien entendu, ce que contient cet article n'engage que son auteur et ce n'est pas forcément l'opinion de la rédaction. » Mais comme ça soulève une telle levée de bouclier, ce que raconte Benveniste, puisqu'il vient vraiment il vient heurter le dogme du tout moléculaire et du tout matérialiste, derrière, Nature diligente une enquête comme si c'était un fraudeur, comme si c'était un escroc. Ils envoient chez lui une équipe de 3 personnes, dont un illusionniste, un magicien, un spécialiste donc de la fraude sur les trucs et astuces de la prestidigitation. Donc sont envoyés dans son labo pour repérer à quel endroit il y a eu fraude ou pas dans ces manips. Bon, alors ce qui fait que grosso modo il n'y en a pas, mais sauf que de leur point de vue il y en avait, parce que ben oui, il y a une intervention humaine, il y a ci, il y a ça, mais bon c'est normal puisque c'est des êtres humains qui faisaient les opérateurs dans le moment où on touchait les fioles et les tubes à essai. Donc bon. Bref, ce qui fait que là, ça a fabriqué vraiment l'exil et la mise au banc de la communauté scientifique officielle, puisque Benveniste était l'équivalent d'un mandarin dans le milieu. Il était à l'origine, dans les années 70, d'une des découvertes essentielles quant au mécanisme biochimique de l'allergie. Et 20 ans plus tard, il se retrouve, en poussant ses recherches sur les allergies au bout, à mettre en évidence le fait qu'il y a un effet allergie, il y a une information allergie qui est en mesure d'exister en l'absence de la molécule qui a été identifiée comme la clé qui permettait de dénouer le verrou des allergies, quoi. Ben oui. Ces expériences ont été confirmées depuis, puisque nous savons que, notamment le professeur Jean-Luc Montagnier, eh bien, reprend les études de Jacques Benveniste et confirme, par conséquent, ce qu'il avait trouvé. Donc, il y a une réintroduction de cette mémoire de l'eau. Elle ne peut plus être considérée comme du charlatanisme, comme ça a été exposé à l'époque. Donc tout ça, effectivement, il y a un effort immense pour la science, quand elle aborde l'eau, de dépasser, je dirais, ses propres compréhensions de l'univers.
faisons la différence entre, de mon point de vue, entre eau dynamisée, eau modifiée, eau structurée. Le vocable le plus connu du grand public, ce sont les eaux dynamisées, c'est-à-dire des eaux qui généralement sont de bonne qualité, ont été filtrées, mais sont entre guillemets mortes. Et donc il y a un certain nombre de techniques, de systèmes qui permettraient de rendre cette eau vivante. Moi, au lieu de les appeler systèmes de dynamisation de l'eau, comme parmi les techniques, il y a le mouvement, donc relié au mot dynamo, pour moi c'était trop restrictif. Et donc j'ai trouvé un mot plus vaste, mais par défaut. Donc j'ai appelé ça des PSE, des procédés de structuration de l'eau. Cette notion de structure de l'eau, elle est un petit peu ambiguë. D'une part, structure, ça donne un côté un petit peu figé. Or, vu la vitesse d'échange entre les molécules, c'est quand même nécessaire de se dire que la structure, c'est une trame, c'est une logique, c'est un logiciel, c'est voilà, quelque chose qui est quand même dynamique. Ensuite, la structure, elle existe toujours. Même si le liquide est complètement désorganisé suite à de la pollution, après être passé dans une membrane d'osmose inverse, etc., elle a toujours une structure puisque les molécules ont un certain type d'agencement. Ce qu'il faut bien mettre en évidence, c'est quelles sont les structures, là où les structures, qui sont favorables au développement de la vie. L'eau structurée, c'est n'importe quelle eau qui a bénéficié d'un traitement qui modifie sa structure moléculaire. La structure moléculaire, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont les liaisons moléculaires de l'eau dans l'eau se font. Donc l'eau, elle a 3 états, solide, liquide, gaz. L'état vapeur, c'est de l'eau où les molécules, toutes les molécules d'eau sont séparées les unes des autres et elles s'envolent. L'état liquide, c'est le milieu intermédiaire, grosso modo entre 0 et 100 degrés, et en dessous de 0, c'est l'eau à l'état solide. À l'état solide, ça donne la glace, la neige et ainsi de suite. Il y a 60 formes, il y a 60 structures moléculaires de glace différentes qui ont été identifiées. Donc voilà, la structure de l'eau, c'est la façon dont les molécules d'eau s'agencent entre elles, s'accrochent les unes aux autres et forment des structures. Et comme l'eau est donc un élément sensible, ouvert aux influences de l'environnement, cette structure de l'eau, si on ne l'affiche pas en mode solide ou en mode glace un petit peu, et ben avec le temps, d'autres forces, d'autres influences viennent progressivement remodifier la structure de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on est sur un système extrêmement mutable, extrêmement fluide, qui peut adopter toutes les formes, et moi je dirais même qui fait office de substance interface universelle, parce que elle a cette capacité comme ça à passer son temps à se reconfigurer, à se réagencer en fonction des forces extérieures auxquelles elle peut être subie. Donc les forces naturelles, j'ai pu vous en parler, et les forces artificielles, c'est par exemple tous les procédés que l'homme ou différentes personnes ont mis au point pour suggérer à l'eau d'adopter une certaine structure, en sachant que ces structures-là, des preuves X ou Y ou des observations sur du vivant en différentes situations, laissent entendre qu'elle est propice et favorable à la santé ou au vivant. Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie des clusters d'eau, mais c'est pas tellement ces clusters d'eau qui sont importants, c'est le fait qu'une molécule d'eau ne peut pas être indépendante d'une autre. Et que cette corrélation, ce qu'on appelle cette non-dépendance, elle va se propager sur une certaine distance.